Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce troisième webinaire du cycle ESS et financement européen de la VISE. À travers ce cycle qui se prolongera sur toute l'année 2023, la VISE vous propose de découvrir les différents fonds et programmes européens de la programmation 2021-2027. Donc, nous avons déjà organisé 2 premiers webinaires qui étaient dédiés aux opportunités de financement proposées par le programme Erasmus+. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour vous présenter le programme national FSE+, 2021-2027 et ses opportunités de financement pour les acteurs de l'ESS. Donc, il est 9h30, donc nous allons commencer ce webinaire. Avant ça, quelques mots sur l'outil Zoom webinaire. Donc, on est sur... donc, il y a uniquement les intervenants du webinaire qui peuvent activer leur caméra et leur micro. Mais vous avez la possibilité d'interagir tout au long du webinaire en échangeant et en partageant vos commentaires sur le fil de discussion. Et si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez les envoyer directement aux intervenants dans le module questions-réponses qui figure au bas de votre écran. Nous répondrons à vos questions soit au fur et à mesure du webinaire, soit en fin de webinaire où nous avons prévu un temps de questions-réponses qu'on essaiera de prévoir assez large, parce que j'imagine qu'il y aura beaucoup de questions. Dernière chose, le webinaire est enregistré et vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube Avise Média de la VISE d'ici quelques jours, ainsi que l'ensemble des webinaires de ce cycle sur les financements européens et de la VISE en général. Donc, pour ce webinaire d'1h30, nous avons plusieurs intervenants et nous sommes ravis qu'ils soient là pour vous présenter le FSE. Mais avant cela, je vais laisser la parole dès maintenant à Cécile Leclerc, directrice générale de la VISE, pour un mot d'accueil. Merci Solène. Tu t'es pas présentée, donc Solène Jourdain, qui est responsable à la VISE de l'organisme intermédiaire du Fonds social européen. Merci à vous d'être si nombreux pour nous écouter parler du Fonds social européen. Je vais peut-être, moi, par contre, dire un petit mot quand même de la VISE au-delà du FSE, parce que ça peut aussi vous intéresser pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, la VISE, c'est une agence d'ingénierie qui accompagne le développement de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale. Donc, très concrètement, c'est une association, il y a une trentaine de salariés et on va avoir 4 missions. La première, c'est qu'on outille porteurs de projets, accompagnateurs, parties prenantes de l'économie sociale et solidaire. Pour ça, vous pouvez aller sur notre site avis.org et vous trouverez des dossiers par secteur d'activité, des cartographies pour vous orienter vers le bon accompagnateur ou le bon financeur, des guides, tout un tas d'outils, de ressources dédiés aux projets qui recherchent à avoir un impact social et environnemental dans le cadre de l'ESS. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la newsletter du coup de la VISE de manière à suivre l'ensemble de nos actualités, y compris concernant le FSE. Deuxième levier d'action, on anime des acteurs de l'accompagnement qui, eux, sont présents dans les territoires et qui, pour les porteurs de projets, du coup, peuvent vous accompagner au quotidien dans le développement de vos projets. On a à la fois l'animateur de la communauté des incubateurs dédiés à l'innovation sociale, la communauté émergence et accélération dans laquelle il y a plus de 200 dispositifs. On est l'opérateur national du DLA, le dispositif local d'accompagnement, qui est présent dans tous les territoires, dans chaque département, pour gratuitement pour vous pouvoir faire un diagnostic stratégique et vous accompagner. Et d'un certain nombre d'autres communautés d'acteurs, parties prenantes, experts de l'innovation sociale et de l'ESS. On est en troisième mission en charge de construire des programmes d'accompagnement, d'ingénierie d'accompagnement, quand ça a du sens de le faire au niveau national. Encore une fois, nous, on n'est qu'au niveau national, donc on travaille dans ces programmes d'accompagnement, notamment sur les enjeux de changement d'échelle et d'essaimage d'innovation sociale. Et enfin, quatrième levier d'action, on est organisme intermédiaire du Fonds social européen. Et ça veut dire que l'État nous délègue une enveloppe qui nous permet de lancer des appels à projets. Donc, on va commencer à en parler ce matin. Et l'idée, c'est bien qu'on les lance sur notre domaine de compétences, donc sur des projets concernant l'économie sociale et solidaire qui se développe à un niveau national, c'est-à-dire qui essaime globalement à un niveau national, que ce soit de l'outillage, de l'ingénierie, du programme d'accompagnement, et ça nous amène donc à pouvoir soutenir ces projets et à les animer
de par notre mission globalement de centre de ressources. On est également identifié par la Commission européenne comme le centre national de compétences sur l'innovation sociale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y en a un par pays européen. Donc, on a 26 homologues pour pouvoir, au-delà de la France, continuer à travailler, à capitaliser sur les sujets d'innovation sociale au niveau européen. Voilà concernant la VISE. Aujourd'hui, on va être très concret sur le sujet du Fonds social européen avec 3 parties dans ce webinaire. Une première, du coup, Solène va vous présenter un peu le b.a.-ba du FSE+. Ensuite, on aura la chance d'accueillir Johanna Tambourini, qui est la chef de la mission des projets nationaux du FSE du côté de l'État, donc à la DGEFP, et qui pourra vous présenter du coup le programme national français 2021-2027. Et enfin, parce qu'il n'y a jamais mieux que des retours d'expérience et des témoignages concrets, on pourra et on échangera avec 2 porteurs de projets qui ont été lauréats d'appel à projets lancés par la VISE, du côté du FSE, Kevin Guillermin, qui est le directeur général de GRAP, et qui a été lauréat à la fois d'un appel à projet sur le changement d'échelle d'une innovation sociale et sur les coopérations économiques territoriales, et Marilyn Bortoli, qui est chargée de mission sur tout ce qui est structuration du réseau, engagement et impact social à l'UNAPI, et qui est lauréat d'un appel à projet sur l'outillage en matière d'évaluation d'impact social et comment on fait pour qu'il y ait davantage d'outils, notamment sectoriels, adaptés à chaque secteur sur cette thématique. Voilà, c'est des thématiques d'appel à projet, changement d'échelle et évaluation d'impact social qu'on aura qu'on renouvellera dans les années à venir pour continuer à soutenir des projets intéressants et permettant de bien diffuser sur ces thématiques-là. Voilà, Solène, je te passe la parole tout de suite pour la présentation Merci générale. Cécile. Merci. Alors, avant de commencer l'introduction, je voulais lancer un petit sondage qu'on est assez nombreux ce matin. Et du coup, pour mieux vous connaître, donc normalement, donc je vais commencer. Vous allez voir apparaître du coup un sondage. Donc, merci de répondre aux questions. Hop, c'est parti. Merci beaucoup pour votre participation. Donc, on peut voir que vous êtes quand même une majorité de porteurs de projets qui n'a jamais bénéficié de FSE. Donc, on espère que du coup, ce webinaire vous permettra de mieux appréhender les tenants et aboutissants de ce financement européen. Donc, du coup, logiquement, avec aucune expérience dans le FSE, mais quand même un certain nombre avec une première expérience. Et du coup, vous souhaitez découvrir les possibilités de financement du FSE+. Voilà, donc je vous partage les résultats. Eh bien, très bien. Et bien, du coup, on va commencer. Hop, j'arrête le sondage. Donc, on vient un petit mot d'introduction avant de passer la parole à notre première intervenante, donc Johanna Tambourini de la TGEFP.
Donc, quelles sont les nouveautés côté du FSE? Eh bien, il y en a une grande nouvelle, donc c'est fin octobre, où le programme national du Fonds social européen Plus a été validé par la Commission européenne. Donc, même si les premiers appels à projets du FSE ont commencé à être publiés dès septembre, donc avant cette validation officielle marque quand même le lancement, du coup, vraiment de la programmation 2021-2027. Et c'est dans ce contexte que nous organisons ce webinaire, qui, comme Cécile l'a dit, a pour objet, du coup, tout d'abord de vous présenter le programme national FSE+, donc qui fixe les priorités d'intervention du FSE sur les 7 prochaines années, et puis aussi de mettre en lumière les différentes opportunités proposées par ce programme pour les porteurs de projets ESS, et enfin, qui seront illustrés par des témoignages de porteurs de projets lauréats d'appel à projets FSE de la VIS. Pour commencer, quelques mots sur le Fonds social européen, pour ceux qui le découvrent aujourd'hui. Le FSE, qu'est-ce que c'est? Donc, le FSE, c'est le plus vieux fonds européen. Il a été créé en 1957 avec le traité de Rome, et c'est un fonds structurel de la politique européenne de cohésion économique, sociale et territoriale, au même titre que le FEDER, le Fonds européen de développement régional, ou le FEADER, le Fonds européen agricole pour le développement rural, pour ceux qui les connaîtraient par ailleurs. Donc plus précisément, c'est un fonds qui, à l'origine, intervient en soutien des politiques de l'emploi, et c'est l'instrument clé de l'Union européenne dans la lutte contre le chômage et la cohésion économique et sociale des États membres. Donc pour dire en d'autres mots, c'est le principal instrument financier de l'Union européenne pour investir dans le capital humain, contrairement au FEDER, par exemple, qui lui investit dans le capital matériel. Pour cela, le FSE va cibler des catégories spécifiques de personnes qui ont des difficultés à trouver un emploi, comme par exemple les travailleurs peu qualifiés ou les demandeurs d'emploi de longue durée, mais aussi on va retrouver des femmes, des jeunes, des seniors, des immigrés, des personnes en situation de handicap. Et plus largement, il vise à aider les entreprises et les travailleurs à s'adapter au changement, donc aujourd'hui le changement climatique, la transformation numérique, en finançant des actions de soutien à l'apprentissage tout au long de la vie, à la mobilité des travailleurs, à travers notamment la formation professionnelle, par exemple, mais aussi des actions de soutien à l'innovation sociale pour une meilleure inclusion sociale des personnes. Sur la période, donc la précédente programmation européenne, qui s'étale, donc toutes les programmations s'étalent sur 7 ans, donc sur celle de 2014-2020, 6,5 milliards d'euros ont été alloués à la France au titre du FSE, ce qui a permis d'accompagner près de 4 millions de personnes éloignées de l'emploi. Et du coup, je vous ai mis quelques chiffres pour vous donner un petit peu une idée du type de projets qui vont être soutenus avec du FSE. Donc là, par exemple, sur cette enveloppe, il y avait 30% des crédits qui ont été alloués à la formation continue des chômeurs et 30% également à l'inclusion sociale et 22% à l'accompagnement vers l'emploi. 12% ont été alloués à l'adaptation au changement des entreprises et des travailleurs. Sur la période 2021-2027, le budget au niveau européen du FSE est de 99 milliards d'euros. Donc, c'est un budget extrêmement conséquent et du coup, le FSE+ devient le principal outil d'investissement social de l'Union européenne. Donc, sur cette programmation, il vise toujours à soutenir les politiques de l'Union européenne en matière d'emploi, d'éducation et de compétences. Mais ce qui va un peu évoluer du coup, c'est qu'il acquiert une dimension plus directement sociale parce qu'il va permettre de financer des mesures d'inclusion qui ne sont pas forcément liées à un objectif d'accès à l'emploi. Et comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Donc jusqu'à maintenant, tous les projets devaient vraiment avoir un résultat, qui devait permettre un retour à l'emploi. Donc, même si c'était indirect, tous les projets devaient permettre un retour à l'emploi. Là, sur cette programmation, cette dimension-là est un peu moindre et du coup, ils peuvent avoir l'objectif peut être l'inclusion sociale sans du coup un lien direct à l'emploi. Et on peut le voir notamment, donc comme ça sera présenté, du coup, dans le programme national, il y a une priorité qui est dédiée au financement d'expérimentation des innovations sociales pour favoriser l'essaimage des dispositifs innovants, avec un cofinancement à 95%, donc qui montre vraiment la volonté de la Commission européenne de financer l'innovation sociale pour
pour une meilleure inclusion sociale des personnes dans le contexte actuel, notamment avec la crise Covid et les changements auxquels l'Europe doit faire face. Donc, plus spécifiquement sur le FSE+, donc la France, elle dispose d'une enveloppe de 6,6 milliards d'euros. Donc, même si l'enveloppe globale du FSE+, reste stable dans l'absolu par rapport à celle du précédent FSE, en vrai, en fait, elle diminue parce que le FSE, qui est devenu FSE+, a fusionné 4 fonds: le Fonds social européen, l'Initiative pour l'emploi des jeunes, le Fonds européen d'aide aux plus démunis, le FEAD, et le programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale, EASY. Donc, on a en fait la même enveloppe, mais qui est partagée entre 4 fonds. Donc, dans l'absolu, le financement FSE a diminué pour la France. Par ailleurs, même s'il y a fusion entre ces 4 fonds, il faut savoir qu'ils ne sont pas gérés par les mêmes autorités de gestion. Donc, par exemple, le Fonds européen d'aide aux plus démunis, le FEAD, reste géré par la Direction générale à la cohésion sociale. Et EASY, le programme EASY, lui, reste géré par la Commission européenne, avec des points de contact nationaux dans chaque État membre. Et en France, c'est l'organisme FAIRE qui est le point de contact national du programme. Mais voilà, toutes ces évolutions seront présentées dans le cadre du webinaire, notamment par Johanna Tambourini. Donc, je ne vais pas aller plus loin sur ces points pour l'instant. Pour conclure cette introduction, juste un dernier mot sur l'AVISE en tant qu'organisme intermédiaire du FSE. Donc, comme l'a dit Cécile, depuis 2004, donc l'AVISE est organisme intermédiaire au niveau national. Et donc, ça veut dire qu'elle a une délégation de crédit du FSE de la DGEFP pour financer des projets portés par des acteurs de l'ESS. Donc, pour vous donner quelques chiffres, en 2014-2020, par exemple, l'AVISE a cofinancé près de 110 opérations sur 6 thématiques avec un montant FSE moyen par projet de 75 000 euros. Sur 2021-2027, donc l'AVISE, on est reconduit dans notre rôle d'organisme intermédiaire et nos actions s'inscrivent dans la priorité 4 du programme national qui sera justement présenté spécifiquement dans le cadre du webinaire. Ce qu'il faut retenir, c'est peut-être que pour la première fois, il y a une priorité qui est dédiée aux acteurs de l'ESS, là où avant, elle était éparpillée sur différentes priorités. Concernant l'AVISE, donc son financement est renforcé et pour pouvoir soutenir 2 types de dispositifs. Donc, d'une part, en tant qu'organisme intermédiaire, nous avons lancé des appels à projets à destination du dispositif local d'accompagnement, le DLA, avec au niveau national le soutien au centre de ressources sectorielles du DLA et au niveau départemental et régional, le soutien aux opérateurs DLA de proximité dans leur mission d'orientation, de conseil et d'accompagnement des structures de l'ESS. D'autre part, des projets d'ingénierie et d'outillage de dimension nationale pour développer l'ESS. Et à ce titre, nous prévoyons de lancer plusieurs appels à projets sur le premier semestre 2023, dont la publication s'étalera de février à juin 2023. Donc, ces appels à projets sont en cours d'écriture actuellement, mais ils porteront sur les thématiques prévisionnelles suivantes. Donc, je les ai affichées. Donc, sans nous, un premier appel à projet sur les programmes d'accompagnement au niveau national pour couvrir les besoins non mal couverts. Un second appel à projet pour soutenir des projets nationaux pour développer l'impact social avec une entrée sectorielle. Également un appel à projet pour soutenir des projets nationaux pour développer l'ESS dans les ruralités. Et un appel à projet sur le changement d'échelle d'entreprise de l'ESS au niveau national. Donc, on insiste sur la portée nationale des projets parce que pour être éligibles, les projets devront être portés par un acteur national de type tête de réseau, c'est-à-dire une entreprise de l'ESS qui agit en coopération ou en réseau avec un impact national. Il faut savoir que les projets partenariaux avec un chef de file ne sont toujours pas éligibles au programme national, donc il peut y avoir qu'un bénéficiaire à ces appels à projets. On ne peut pas répondre à plusieurs. Les projets attendus sont des projets pluriannuels entre 2 et 3 ans avec un ticket moyen, un minimum de FSE+, entre 75 000 et 100 000 euros de FSE. Et après, donc voilà, donc je vous invite à rester informés notamment en vous abonnant à la newsletter de l'AVISE parce que du coup, nous organiserons des webinaires de présentation à chaque lancement d'appel à projet.
pour vous présenter du coup plus spécifiquement les actions éligibles à l'appel à projet et comment ça se passe le dépôt de la candidature. Et enfin, pour terminer, donc on publiera à la rentrée de janvier, en début 2023, un guide pratique sur les financements européens 2021-2027 qui comprendra du coup toutes les informations nécessaires à un candidat pour répondre à un appel à projet du FSE. Voilà pour mon introduction et du coup, je vais de ce pas laisser la parole du coup à notre premier intervenant. Bonjour Johanna, donc Johanna Tambourini, chef de la mission des projets nationaux FSE à la sous-direction Europe et internationale de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle. Bonjour tout le monde, merci Solène, j'espère que vous m'entendez bien. Donc oui, je me représente Johanna Tambourini donc au sein de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et plus précisément au sein de la sous-direction Europe et internationale. Je suis la chef de la mission des projets nationaux du Fonds social européen. Je vais ici intervenir au titre de la DGFP, de la sous-direction Europe internationale, et vous présenter un peu le fonctionnement du FSE dans ses grandes généralités, et donc en représentant l'autorité nationale de gestion du Fonds européen, plus qu'en tant que chef de la mission des projets nationaux, où je reviendrai un peu plus tard. Merci. Du coup, pour commencer, est-ce que vous pourriez revenir justement sur le fonctionnement du Fonds social européen en France sur cette programmation? Oui, alors comme Solène l'a évoqué, sur cette nouvelle programmation qui est enfin officiellement lancée et validée par la Commission européenne, au niveau de l'État, la dotation État 21-27 s'établit à 4 milliards d'euros. Comme on vous l'a montré, cette dotation, elle représente finalement une baisse de 10% de la dotation État par rapport à 2014-2020, puisqu'elle intègre d'autres fonds et dans un périmètre un peu plus large que celui qui auparavant sur 2014-2020. Sur ces 4 milliards d'euros, plus précisément, comment sont-ils répartis au niveau des services de l'État? 2 tiers des crédits sont gérés, ce qu'on appelle au niveau des concentrés, donc ce qu'on appelle nos DRETS, Direction régionale de l'emploi et de l'économie sociale, donc ça représente à peu près 50% de ces crédits qui après eux-mêmes sont subdélégués à des organismes intermédiaires sur tout le territoire français, pour la plupart, principalement pour des actions en faveur de l'insertion. Les organismes intermédiaires sur le territoire français sont essentiellement des conseils départementaux, des métropoles ou ce qu'on appelle des PLI, des plans locaux pour l'investissement dans l'emploi. Et puis, il reste 1 tiers de cette dotation qui, elle, est directement gérée par la DGFP et donc par la mission des projets nationaux au niveau national afin de financer principalement des actions d'envergure et des dispositifs d'envergure nationaux pilotés directement par la DGFP. Avec une délégation, plus de 60% de crédits qui sont ensuite subdélégués à 2 grands organismes intermédiaires au niveau national que sont Pôle emploi et la VIS, comme on vous l'a présenté. Alors, pardon. Non, vas-y du coup. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire plus du coup sur les grands principes de fonctionnement des fonds structurels? Alors, les FESI, comme on les appelle, c'est un principe assez spécifique. Pour ceux qui ne connaissent pas le Fonds social européen ou les fonds européens. Principalement, ici, vous voyez un résumé des très grands principes qui gèrent les FESI. Donc, pour nous, ce sont une programmation. Donc, vous l'avez vu, on parle de programme annuel, pluriannuel. On est sur des programmations de 7 ans qui, en fait, l'Union européenne, la France négocie avec la Commission européenne des grands objectifs, des grandes priorités, des grands axes d'intervention pour des programmes de 7 ans.
Les FESI, par définition, ont un principe ce qu'on appelle additionnalité, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas se substituer aux dépenses de crédit d'État et aux dépenses structurelles. Les FESI, on attend des fonds qu'ils aient une complémentarité, puisque en fait, le Fonds social européen est un cofinancement. Hein, ce n'est pas un financement, c'est un cofinancement qui s'applique sur la base de taux réglementaires fixés par la Commission européenne par rapport à des territoires au niveau de la France. Le Fonds social européen est un remboursement. Hein. Le principe, c'est que ce n'est pas une subvention que l'on l'alloue de manière échelonnée. C'est d'abord un projet qui se réalise, des dépenses qui sont réalisées, et après une subvention qui vient rembourser des dépenses réellement mises en œuvre. Le principe, aussi grand principe des FESI, du FSE, c'est le principe de l'incitativité. Hein, le principal objectif, c'est que les FESI viennent financer un projet qui n'est pas terminé, par définition. Voilà, il faut qu'il y ait un effet incitatif pour pouvoir venir cofinancer une opération ou des projets donc avant leur achèvement. Et dans les FESI, nous avons une approche par la performance, c'est-à-dire que la Commission européenne établit et fixe des cibles de performance et de réalisation, et notamment des cibles qui sont en lien avec des participants, donc en fait des bénéficiaires des fonds européens, et tous les à mi-parcours sur une programmation de 7 ans, à mi-parcours et en fin de parcours, la Commission européenne nous évalue pour savoir si nous avons atteint correctement nos objectifs de cible en termes d'accompagnement des participants. Alors, au niveau de la gestion du FSE en France, donc il y a beaucoup d'autorités de gestion, si on comprend. Il y a 100 organismes intermédiaires, il y a du niveau national, du niveau régional, du niveau départemental. Est-ce que tu peux du coup un peu expliquer comment s'organise le rôle entre les différentes autorités de gestion? Oui, alors le principe de base, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le Fonds social européen en France est un fonds à gestion partagée. D'accord. Sur la dotation globale de la France, c'est une gestion partagée entre les conseils régionaux et l'État, principalement. Donc, ça veut dire que l'État est autorité de gestion nationale sur sa dotation FSE, et chaque conseil régional est autorité de gestion sur son enveloppe FSE, FEDER, FESI. Il y a donc du coup ce qu'on appelle des lignes de partage qui ont été définies pour très simplement savoir comment intervient l'État avec ses financements FSE et comment vont intervenir les régions donc au niveau de leur territoire avec ces crédits FSE. Ces lignes de partage définissent donc du coup des grands principes et par définition sont établis sur les compétences définies entre l'État et les collectivités régionales. On s'appuie donc du coup là-dessus sur des compétences légales, j'y reviendrai un peu plus tard plus précisément. Il y a donc autant d'autorités de gestion que de programmes, donc un seul programme national et autant de programmes régionaux que de régions. Pour le programme national, c'est donc la DGFP qui est l'autorité de gestion nationale et qui du coup a le rôle de piloter au niveau national le Fonds social européen et avec sa mise en œuvre sur tout le territoire, donc comme je vous le disais, sur la base des DRETS, nos services déconcentrés. Qui, elles, mettent en application leur dotation. Donc, sur les 4 milliards d'euros, on redélègue après, au niveau de chaque service déconcentré, au niveau local, une dotation du Fonds social européen. Et chaque DRETS est donc, du coup, en charge de mettre en œuvre ces financements sur son territoire.
en partenariat avec ses propres organismes intermédiaires, comme je vous disais, qui sont les conseils départementaux, puisque au titre de leur mission en faveur de l'inclusion et de l'insertion, mais aussi des structures telles que les PLI. Comment on travaille avec des organismes intermédiaires? Après, on leur subdélègue une dotation et tout au long de la programmation, on supervise ce qu'on appelle, nous, les autorités de gestion. Nous supervisons et nous travaillons en partenariat avec nos organismes intermédiaires pour nous assurer de la bonne mise en œuvre des financements FSE par rapport à leurs missions qui leur sont confiées. Donc, si je reviens sur ces lignes de partage qui ont été définies au niveau national entre les conseils régionaux et l'État selon leurs compétences légales. Donc, l'État est en charge, et notamment au titre des financements FSE, de financer l'insertion sociale et professionnelle des personnes les plus éloignées de l'emploi. Donc, les inactifs, les demandeurs d'emploi, quel que soit leur statut, toutes les personnes les plus vulnérables, les plus exclues du marché du travail, donc tout ce qui va être toutes les actions d'insertion sociale, professionnellement, accompagnement dans l'emploi. Toutes les actions en faveur des jeunes, l'emploi des jeunes, mais pas que, l'apprentissage aussi, hein, toutes les actions et toute la compétence en faveur de la formation, l'alternance, la promotion, l'accompagnement vers l'apprentissage. Tout ce qui est aussi sur la partie, après plus sur le marché du travail, tout ce qui est de l'accompagnement des personnes en activité, donc salariés actifs, formation, GPEC, promotion du marché du travail, environnement, on peut dire aussi mutations économiques, anticipation, sécurisation de l'emploi, et plus si on est aussi plus sur le marché du travail, toutes les actions en faveur de la qualité de vie au travail, l'égalité professionnelle, l'emploi des seniors, voilà. Et là-dessus, en plus de cela, du coup, ont été définies toutes les compétences au niveau régional, donc ce à quoi les régions pourront utiliser leur dotation FESI, notamment sur la formation des demandeurs d'emploi. C'est la part la plus importante, je pense, de ce que font aujourd'hui les collectivités, les régions, donc la formation des demandeurs d'emploi et l'aide directe à la création d'entreprises et au soutien à l'économie sociale et solidaire. Effectivement, le SS, l'économie sociale et solidaire, est une compétence clé et une priorité clé du programme national FSE+, mais celle-ci a été définie et relève de la compétence des conseils régionaux dans leur dotation FSE. Et donc, nous verrons de quelle manière l'État peut intervenir. Et après, il y a toute une partie sur le décrochage scolaire et la réussite éducative qui elle, peut-être soit relève des régions, soit de l'État. Cela va dépendre des accords locaux. Enfin, l'aide alimentaire, puisqu'on vous l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, le FSE, ce qu'on appelle le FSE+, intègre aussi l'aide alimentaire. Celle-ci est gérée directement par la délégation de la cohésion sociale, pardon, excusez-moi, au niveau de l'État. Alors du coup, merci. Donc on voit bien les différentes autorités de gestion et du coup, pour revenir plus spécifiquement sur la DGEFP, quel est son rôle en tant au niveau national et en tant qu'autorité de gestion du FSE? Alors, la DGEFP est donc autorité de gestion nationale sur le programme national, donc FSE+, hein, sur le titre de la programmation
21-27 notamment. Et donc, à ce titre, elle a plusieurs rôles. 3 grands rôles. Donc, un premier rôle de coordination de la bonne mise en œuvre du FSE en France. Donc, en tant qu'autorité nationale, elle est aussi autorité de coordination, c'est-à-dire que c'est la DGFP qui assure toutes les relations avec la Commission européenne sur toute la concertation et des réflexions autour du programme national, la rédaction du programme national FSE et toutes les orientations que l'on doit prendre et que l'on a prises dans l'écriture du programme national FSE en France. La DGFP s'assure du coup de la cohérence de cette bonne utilisation du FSE en France, sur tout le territoire français. Elle s'assure aussi du coup de la synthèse des résultats et des réalisations des fonds européens au niveau national, et puisque c'est ce qu'elle nous remontons l'ensemble de ces informations, nous avons une obligation de remonter l'ensemble de ces informations à la Commission européenne, et aussi de tout ce qui est l'évaluation, le suivi et l'évaluation de l'utilisation du Fonds social européen sur tout le territoire français, qui relève aussi d'un cadre réglementaire et que nous devons assumer. Dans le cadre, comme vous l'avez vu, je vous l'ai dit tout à l'heure, le Fonds social européen est un fonds partagé entre les conseils régionaux et l'État. La DGFP doit donc s'assurer que ces lignes de partage soient bien respectées et que le FSE n'est pas utilisé pour financer doublement les mêmes choses, selon les autorités de gestion. Et la DGFP coordonne et met en place surtout ce qu'on appelle le comité national de suivi, en lien avec la Commission européenne, mais aussi l'ensemble des comités régionaux de suivi, qui sont coprésidés donc par les services de l'État et chaque service des conseils régionaux. Après avoir un rôle de coordination, la DGFP a un rôle de gestion, autorité de gestion nationale du Fonds social européen. Donc la DGFP a pour la gestion de la dotation État, a déployé et pilote un système, notamment un système d'information qui s'appelle Ma démarche FSE et qui permet du coup d'avoir une recentralisation de l'ensemble des financements FSE sur une programmation via un unique et même système d'information. C'est ce qui nous permet après, du coup, de retransmettre toutes ces informations auprès de la Commission européenne. Donc, cet outil de gestion est un outil qui, normalement, a pour objectif d'avoir une dématérialisation totale de ce qu'on appelle la piste d'audit d'une opération et d'un financement FSE. Et donc, comme vous voyez, donc, on peut appeler ça le cycle de vie d'un projet FSE, voilà, et d'avoir du coup une gestion harmonisée sur tout le territoire, qu'elle soit pour les bénéficiaires que pour les services gestionnaires. Merci. Et du coup, donc, tu disais tout à l'heure que l'économie sociale et solidaire relevait de la compétence des régions. Pourtant, il y a une priorité du programme national, la priorité 4, qui est également destinée à promouvoir l'économie sociale. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer plus précisément quelles sont les actions qui sont éligibles à cette priorité 4 ?
Absolument. Donc, en fait, d'une manière plus générale, quand on parle la Commission européenne a validé le programme national FSE+, pour 2021-2027 pour la dotation France, ce qu'il faut savoir, c'est que ce programme national, déjà, il se présente entre plusieurs grandes priorités, plusieurs axes d'intervention et plusieurs, ce qu'on appelle, objectifs spécifiques qui ont été définis en lien et en partenariat avec la Commission européenne, entre autres. Il existe dans ce programme national au total 7 priorités et de nombreuses déclinées en de nombreux sous-objectifs, ce qu'on appelle des objectifs spécifiques. Comme je vous le disais tout à l'heure, en France, le Fonds social européen est une mise en œuvre partagée entre l'État et les régions. Donc, l'État et les régions ont défini un accord cadre qui permet du coup d'intervenir selon ses compétences légales. Donc, l'État, à travers son programme national FSE, via une de ses priorités, qu'on appelle la priorité 4 du coup, qui se nomme « Promouvoir un marché du travail créateur d'emplois accessible à tous et un environnement sain, un environnement de travail inclusif et sain », du coup, va pouvoir intervenir sur une partie de l'économie sociale, et donc où on a défini qui a été défini avec les conseils régionaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État va pouvoir soutenir l'ESS de manière complémentaire sur 2 volets, très précisément, par rapport aux volets régionaux. Le programme national et notamment va intervenir sur l'ESS et notamment via l'AVIS, via son organisme intermédiaire qui est l'AVIS, premièrement en soutien Cécile vous l'a dit tout à l'heure, au DLA, aux dispositifs locaux d'accompagnement, qui œuvrent au renforcement et à l'appui des structures de l'ESS. D'autre part, le programme national FSE+, va pouvoir venir et intervenir et soutenir l'ESS via le soutien ce qu'on appelle les têtes de réseau de l'ESS dans des actions de renforcement des capacités, de diffusion de bonnes pratiques et d'outillage de réseau. Voilà, principalement, c'est ce qui est défini dans le programme national État au sein de cette priorité 4 et du coup la capacité des financements FSE alloués sur cette thématique. Une fois que nous avons établi le fait que l'État pourra intervenir au niveau national, ce qu'on appelle des têtes de réseau nationales ou interrégionales pour assurer l'accompagnement de structures de l'ESS. Ensuite, nous avons défini avec l'AVIS, entre nous, la mission des projets nationaux, la DGFP, et l'AVIS, aussi ce qu'on appelle des lignes de partage. Voilà. Donc, ce que l'on peut vous dire, c'est que c'est bien l'AVIS qui est compétente aujourd'hui, on a donné compétence à l'AVIS pour assurer tout le financement des DLA et pour assurer le financement au niveau national et interrégional des réseaux de l'ESS. Et du coup, côté DGFP, qu'est-ce que vous allez financer, vous, plus spécifiquement par rapport aux structures de l'ESS qu'on peut retrouver aussi? Côté DGFP, nous sommes plus recentrés sur le financement des têtes de réseau de la création d'entreprises, parce que le programme national se présente de cette manière, c'est-à-dire dans cette priorité 4, ce sont le financement des têtes de réseau de la création d'entreprises et de l'ESS. Donc, au niveau de l'État, de la mission des projets nationaux, plus précisément, nous finançons les très grandes têtes de réseau, les très grosses implantations nationales ou qui ont une envergure sur tout le territoire national en lien au titre de la création d'entreprises ou au titre de l'ESS, mais du coup, ce sera assez minime. Là, je vois qu'il y a dans les questions, il y a une question qui demande un exemple de tête de réseau.
Oui. Est-ce que… Alors, les têtes de réseau, puisque nous avons plus précisément déjà publié un appel à projet sur ce sujet, les têtes, et pour nous avons compilé et fusionné les têtes de réseau de la création d'entreprise et de l'ESS au niveau national. Donc, à titre d'exemple, je peux vous donner France Active, par exemple, qui est une tête de réseau de la création d'entreprise, une tête de réseau de l'ESS. Voilà, je ne sais pas si… Merci. Alors ensuite, oui, on voulait un peu préciser du coup comment s'organise du coup la réponse à, enfin, qu'est-ce qu'on retrouve dans un projet et la réponse à un appel à projet. Oui, alors comment fonctionne, en fait, comment on alloue du fonds européen, en fait. Le fonds européen, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, répond à des grands principes, mais plus précisément, comment sont attribués et comment sont traités les financements européens et les subventions du FSE. Donc, tout financement du Fonds social européen est attribué via, en réponse à un appel à projet. Ça, c'est une obligation réglementaire, c'est-à-dire que chaque, ce qu'on appelle autorité de gestion ou service gestionnaire, va être dans l'obligation de publier des appels à projets sur une priorité, sur un objectif spécifique. Donc, l'objectif, c'est de faire des appels à projets thématiques, par thématique, selon son champ de compétences. Et ces appels à projets qui sont tous, d'ailleurs je le dis, qui sont tous publiés sur le site fse.gouv, et les opérateurs auront du coup l'obligation de répondre de manière dématérialisée à cet appel à projet pour proposer et solliciter un financement FSE. Une fois que ces appels à projets sont clôturés, les dossiers sont ensuite traités, examinés et instruits par les services gestionnaires. Et toute demande de financement peut être validée sur la base d'un avis ce qu'on appelle d'un comité de programmation. C'est quoi un financement FSE? C'est un financement FSE par définition n'est pas une subvention de fonctionnement classique. Le financement FSE, c'est un financement de projet. Comme je vous le disais, le financement FSE, c'est un remboursement. L'objectif d'un financement FSE, c'est une incitativité sur une action, sur un projet. Et comme on le dit souvent, le financement FSE, c'est un effet levier. Pour avoir une réelle plus-value, c'est la Commission européenne c'est réglementaire, c'est la Commission européenne qui insiste énormément là-dessus, qui doit avoir la visibilité d'une réelle plus-value d'un financement FSE sur une action, sur un projet, et qui ne doit pas s'apparenter à du financement de structure. C'est pour ça qu'il y a, sur tout dossier FSE, qu'il y a une obligation réglementaire de remontée d'informations, de remontée de données, de suivi d'indicateurs, de suivi de participants, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le cadre d'un cadre de performance. Le financement FSE intervient en cofinancement. Un financement FSE ne peut pas financer à 100% l'intégralité de coûts d'un projet. Donc, ce sont des taux de cofinancement qui sont réglementés dans le cadre du règlement européen des FESI. Il existe trois niveaux d'intervention, on appelle ça, du financement FSE selon les régions. Les régions en transition, les régions les moins développées, les régions développées. Et donc, du coup, pour la programmation 21-27, puisque ça change, pour la programmation 21-27, la région
Île-de-France et Rhône-Alpes ont un taux d'intervention de 40%. De cofinancement FSE+. Les autres régions ont un taux d'intervention à hauteur de 60% et les régions d'outre-mer ont un taux d'intervention à hauteur de 85%. Comme je vous le disais aussi, les fonds européens sont un remboursement. Le FSE est un remboursement. Donc, ça veut dire que, et ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on est porteur de projet, ça veut dire qu'il faut être en capacité de mettre en œuvre qualitativement, quantitativement, financièrement ses actions et son projet, de le porter financièrement pour pouvoir après justifier de ses actions et demander le remboursement de sa subvention du Fonds social européen. Voilà, donc ça demande un effort important pour les porteurs de projets en termes de capacité financière à pouvoir mettre en œuvre un financement et un projet FSE et d'attendre du coup potentiellement plusieurs années parce que un financement FSE peut être pluriannuel et donc d'attendre une année ou deux pour pouvoir solliciter le remboursement de sa subvention FSE et effectivement encaisser du coup sa subvention. Le Fonds social européen, enfin, répond à un cadre réglementaire assez strict qui est défini par les règlements européens. Et donc, ça veut dire que la DGFP a ce rôle en particulier de définir les pratiques et la bonne application du cadre réglementaire au niveau français et donc au niveau de chaque opération et de chaque financement FSE. Il y a donc un contrôle poussé de toute dépense engagée par un porteur de projet, par un bénéficiaire du Fonds social européen, et un contrôle quantitatif et qualitatif. Ça veut dire que chaque bénéficiaire d'un financement FSE devra déclarer et remonter à son service gestionnaire un bilan autant qualitatif que quantitatif, pièces comptables et non comptables, pour s'assurer que de la bonne mise en œuvre de son opération et de son projet au respect du cadre réglementaire, de l'éligibilité de chacune des dépenses, et c'est qu'après la justification et la vérification sur pièce de l'ensemble de ces pièces que le FSE pourra du coup être remboursé. Il faut aussi avoir en tête qu'il y a plusieurs niveaux de contrôle sur une opération FSE. Il y a des premiers niveaux de contrôle au niveau des services gestionnaires, mais après, il y a plusieurs niveaux de contrôle supérieurs, on appelle des niveaux de contrôle supérieurs, qui peuvent avoir lieu dans le temps et dans la durée, à partir du moment où l'on déclare une dépense à la Commission européenne. La Commission européenne fait des échantillons, ce qu'on appelle des échantillonnages de contrôle sur toutes les dépenses qui sont soit réalisées par la Commission européenne elle-même, soit réalisées par une autorité indépendante qui est la CICC et qui vient aussi recontrôler a posteriori des dépenses et des opérations qui auraient été financées par le Fonds social européen. Alors pour terminer, parce que je vois que le temps file, quelques mots sur du coup elles ont déjà été un peu dites, mais les évolutions vraiment marquantes de cette programmation pour ceux qui connaîtraient celle qui est la programmation 2014-2020. Alors, ce qu'il faut, effectivement, les grandes nouveautés en fait sur cette programmation FSE+ 2021-2027 par rapport à d'autres précédentes, c'est que le programme national FSE+ est un programme national État France entière, territoire métropolitain et DOM. Pour nous, c'est une nouveauté parce que ça ne l'était pas jusqu'à présent et avant, chaque DOM avait son
propre, comme les conseils régionaux, était autorité de gestion sur son territoire et bénéficiait de son propre programme du Fonds social européen. Maintenant, quand on dit notamment que nous finançons des dispositifs d'envergure nationale, c'est territoire national, y compris DOM, compris. Voilà. Donc ça, c'est une grande nouveauté. On l'a déjà évoqué, ça c'est très important pour vous porteurs de projets, futurs porteurs de projets, c'est que tous les appels à projets en lien sur le FSE+, sont publiés sur le site fse.gouv.fr. Donc, je vous invite vraiment à consulter ce site et vous aurez une visibilité nationale de tous les services déconcentrés, de toutes les structures et les organismes, y compris les organismes intermédiaires, de tous les services gestionnaires qui publient des appels à projets. Ils sont à disposition sur ce site fse.gouv.fr et vous avez une manière de les filtrer par date ou par région. L'intégralité, ce qu'on vous disait, une opération FSE, elle est longue, elle est complexe, mais du coup, pour plus de lisibilité et de facilité, l'intégralité de ce qu'on appelle la piste d'audit d'une opération FSE est dématérialisée via un système d'information unique et harmonisé pour tous les dossiers au niveau de l'État. Et très important, la réglementation au titre de la programmation FSE+ 21-27 permet à l'ensemble des services gestionnaires de simplifier au maximum, puisque c'est souvent ce qui est reproché sur les fonds européens, d'essayer de simplifier au maximum les modalités de financement des dossiers FSE, notamment via ce qu'on appelle des options de coûts simplifiés, qui doivent normalement alléger la charge administrative en fait et de la justification de la dépense. À titre d'exemple, l'AVIS en tant qu'organisme intermédiaire a su mettre en place ce qu'on appelle un coût standard unitaire pour pouvoir financer demain les dispositifs locaux d'accompagnement. Et voilà, on est très content que l'AVIS ait pu mettre ça et qui a été validé d'ailleurs par la Commission européenne. Et donc, on espère que tout le monde sera très satisfait de cette nouveauté. Je confirme, c'est quand même une grande simplification à la fois pour nous, organismes intermédiaires, donc côté gestionnaire, et aussi des retours qu'on a donc pour le porteur, où du coup, le dossier est simplifié, les temps sont raccourcis, de paiement notamment, et le montant est sécurisé. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas avoir le montant exact de sa subvention à la fin du projet. Merci beaucoup pour cette présentation. Il y a beaucoup de questions, notamment sur les lignes de partage avec l'ESS qui est un peu sur les deux. Donc, on reviendra après sur que vont financer exactement les régions et l'État et l'AVIS. Mais avant ça, on va passer quand même au témoignage de nos deux porteurs de projets ESS. Parce que du coup, voilà, on entend souvent dire que le FSE, c'est trop risqué, qu'il y a trop de contraintes, trop de lourdeur administrative. C'est vrai, comme tout financement, et surtout comme tout financement pluriannuel, ça demande du coup une certaine exigence d'être en capacité d'anticiper des justificatifs qui sont liés au projet. Donc, il y en a pour le FSE, on ne va pas vous le cacher. Donc, pour ça, il faut avoir donc une gestion administrative rigoureuse et puis aussi anticiper le financement, comme on l'a dit, parce que le FSE vient en dernier financeur sur service fait, donc il faut disposer d'une trésorerie suffisante. Mais une fois qu'une structure a réussi à mettre tout cela en place, le FSE, ça permet également finalement de se professionnaliser et après d'apporter de la visibilité au projet et de la légitimité aux porteurs auprès de ses partenaires et de ses financeurs. Donc, pour illustrer ces propos, donc, je vais laisser la parole à deux porteurs de projets qui ont bénéficié de FSE pour qu'ils témoignent de leur propre expérience. Donc, d'abord, on va accueillir Kevin Guillermin,
qui est directeur général du groupement régional alimentaire de proximité, donc le GRAP. Bonjour Kevin. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici aujourd'hui avec nous pour témoigner. Tout de suite, une première question. Donc, vous avez bénéficié de plusieurs cofinancements du FSE, dont 2 en réponse à des appels à projets lancés par la VISE. L'un en 2018 sur le changement d'échelle des structures de l'ESS et l'autre sur les coopérations économiques territoriales en 2020. Est-ce que vous pouvez du coup brièvement présenter ces projets ainsi que votre structure ? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Kevin Guillermin, je travaille pour une coopérative qui s'appelle le GRAP, dont le siège est à Lyon. On est un groupement coopératif d'entrepreneurs dans l'alimentaire bio local. Donc, on a à la fois une coopérative d'activité et d'emploi dans le champ de l'alimentaire et un groupe coopératif. Donc, on développe des services mutualisés pour les personnes qui veulent entreprendre dans la filière de l'alimentaire bio local. Donc des services administratifs, numériques, d'accompagnement, de logistique, etc., etc. Et donc, effectivement, on a été lauréat de 2 appels à projets FSE, donc gérés par la VISE en tant qu'organisme intermédiaire. Donc, le premier en 2018, c'était un appel à projet qui s'appelait « Changement d'échelle des organisations de l'ESS ». Je crois que c'est ça exactement l'intitulé. Et un deuxième en 2020, coopération économique territoriale. Donc le premier, il nous a permis de financer notre développement, le développement de GRAP. Donc on était à l'époque dans une situation où on avait un seul bureau qui était notre siège social à Lyon, et on était donc engagé dans une stratégie de territorialisation de l'activité et de développement, et donc ça nous a permis de financer ou de cofinancer l'ouverture de 3 bureaux qui sont respectivement à Chambéry, à Saint-Étienne et à Die dans la Drôme, et de aussi commencer à réfléchir à des questions d'essaimage qu'on avait dans les cartons depuis un petit moment. Donc, en gros, on a pu cofinancer une étude de faisabilité, les prémices d'un travail donc, sur l'essaimage de GRAP, et puis l'appel à projet de 2020, donc, qui s'appelait Coopération économique territoriale. Lui, il nous a permis justement d'aller plus loin sur ces questions d'essaimage. Donc, en fait, pour cet appel à projet, les dépenses n'étaient vraiment pas des dépenses qui concernaient GRAP, mais finalement étaient des dépenses portées par GRAP pour le compte de structures qui étaient en cours d'essaimage. Donc, d'une part, un essaimage géographique, donc avec la création d'une coopérative sœur de GRAP en Auvergne, qui s'appelle donc la CAP, Coopérative Auvergnate Alimentaire de Proximité. Et donc, cet appel à projet nous a permis de cofinancer une partie du salaire du porteur de projet, qui est aujourd'hui le directeur général de cette coopérative. Et puis, un autre projet d'essaimage plutôt à l'amont de la filière, plutôt un essaimage vertical, on va dire, avec un projet qui s'appelle les fermes partagées, donc qui est une coopérative pas sœur, mais on va dire plutôt cousine de GRAP dans le champ de l'agriculture et de l'élevage. Et donc là aussi, ça nous a permis de cofinancer des emplois qui ont été portés par GRAP dans une phase un peu d'incubation du projet. Voilà pour ce que ça a permis de financer. Et alors du coup, à posteriori, parce que ces 2 financements sont terminés, enfin, vous en avez peut-être d'autres aujourd'hui du FSE, mais qu'est-ce que vous diriez que ça a permis, quel impact diriez-vous que ça a eu le FSE sur votre structure, et qu'est-ce qui reste aujourd'hui qui a pu perdurer au-delà du financement FSE sur votre organisation, peut-être en général, sur votre place justement sur le territoire, Donc nous, ce que ça a permis de financer, c'est du développement et de l'essaimage. Donc pour GRAP, ça a permis de financer des postes. Donc nous, en fait, on avait fait le choix donc de présenter des dépenses qui étaient des postes d'accompagnateurs, développeurs de projets, avec le pari qui était de dire à terme, ces postes doivent s'autofinancer. Donc l'objectif, c'était de créer un peu un appel d'air, de faire rentrer des nouveaux projets, de développer des nouveaux projets qui soient, on va dire, clients des services développés par la coopérative. Et donc, ça a marché. Aujourd'hui, ces postes, ils sont pérennisés, ce sont des CDI et ils existent bien toujours dans la coopérative. Et puis, donc, après, la partie plutôt essaimage, qui finalement, aujourd'hui, ne nous concerne plus, c'est plutôt des coopératives partenaires associés de GRAP. Et ensuite, sur ce que ça a changé plutôt en interne. Donc, en fait, nous, on était en 2018, au moment où on a été lauréat de cet appel à projet, le premier appel à projet de la VISE. On était dans une phase où, en fait, d'un coup, on a gagné 2 gros appels à projets. Un appel à projet qui s'appelait de l'État, qui s'appelait French Impact Pionnier,
Et puis, cet appel à projet de la VIS, donc ça nous a amené beaucoup de financement d'un coup. Et donc, ça nous a amené à la fois, on va dire, une reconnaissance et une légitimité à un niveau national. En fait, à l'époque, je pense qu'on était vraiment très, très peu connus en dehors des frontières de notre région d'origine, la région Rhône-Alpes. Et puis, ça nous a amené aussi pas mal de financement d'un coup. Ça nous a aussi obligé, ça nous a poussé à repenser un peu notre stratégie. Donc, en 2019, on a réécrit la stratégie de GRAP qu'on n'avait pas finalement retouché depuis la création de la coopérative en 2012. Donc, quelque part, je pense que ça nous a poussé à formaliser des choses et à repenser un peu notre travail. Et puis, d'un point de vue plus organisationnel, ça nous a aussi obligés à être un peu plus rigoureux, à être un peu mieux organisés administrativement pour aussi être capable de suivre ces financements. Donc, avec à la fois la mise en place d'un analytique dédié plutôt projet, du coup, qui va permettre de gérer tous ces projets de développement, de changement d'échelle, d'essaimage et les financements qui sont associés. Et puis, d'une manière générale, aussi une structuration administrative un peu meilleure. Donc, on a finalement mis en place une fonction un peu de secrétariat général, on va dire, qui n'existait pas vraiment jusqu'ici et qui va gérer un certain nombre de sujets administratifs qui sont utiles pour la gestion des financements européens, mais qui sont aussi utiles pour la structure. Donc, on va dire que c'était une contrainte positive pour nous professionnaliser sur des enjeux de suivi administratif et de rigueur. C'est-à-dire que voilà, le financement européen, il oblige aussi à plus de rigueur dans l'établissement des fiches de poste, les intitulés de poste, la rédaction des contrats de travail, le suivi administratif des documents avec les feuilles de présence, les comptes rendus de réunion, etc. On a quand même une petite obligation de rigueur. Et je pense que ça nous a fait grandir, un peu mûrir sur ces questions. Et aujourd'hui, ça nous a un peu désinhibé aussi sur le fait d'aller sur des financements un petit peu plus complexes. Donc, d'une part, on participe aujourd'hui à un consortium donc au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour du financement FSE région. Et avant, on avait fait le choix de ne pas y aller puisqu'on avait très peur du FSE, quand même le dire, et maintenant moins. Et d'autre part, on a aussi répondu en consortium, où là, c'était GRAP qui était pilote d'un consortium de 4 structures, à un appel à projet qui s'appelle Structuration des filières de France Agrimaire. Et je pense que ça, on ne l'aurait pas fait avant. C'est-à-dire que là, maintenant, on se sent aussi de dire, bah voilà, on est légitime et on est suffisamment organisé administrativement pour se positionner comme chef de file d'un consortium de 4 structures et répondre à un appel à projet un peu complexe d'une agence nationale comme France Agrimaire. Voilà. Donc, d'une certaine manière, aujourd'hui, vous avez su depuis pérenniser un financement FSE qui ne vient pas de différentes autorités, donc en mode projet, mais depuis 2018, finalement, vous avez réussi à avoir toujours du FSE pour compléter votre activité. Oui, du coup, en tout cas, il y a un FSE région qui est venu, pas financer les mêmes choses, mais en tout cas, auquel on a eu accès après le FSE national distribué par la VIS. D'accord. C'est intéressant aussi de montrer comment ça… Voilà, il faut savoir aller regarder, chercher aux différents niveaux, à la fois régional et national, quand on peut se le permettre. Merci. Et du coup, pour conclure, si vous aviez un conseil à donner à une structure qui dépose un dossier pour la première fois, enfin voilà, qui veut aller chercher un financement FSE. Ouais, mon conseil, ce serait n'ayez pas peur. Nous, on était un peu terrifiés par le FSE quand même. Il y a des légendes urbaines qui courent dans les milieux de l'ESS sur le fait que les financements FSE, c'est horrible. Voilà, on a tous entendu parler, je pense, de légendes où un dossier FSE a été retoqué puisqu'il manque un ticket de parking d'1,50 €, ce genre de choses. Voilà, donc nous, ça nous faisait très peur. Et donc, GRAP a été créé en 2012 et jusqu'en 2018, on n'a jamais sollicité le moindre financement européen à cause de ça, en fait. C'était la principale raison. Et donc, en fait, c'était pas si horrible. Ça s'est même bien passé. Et en particulier pour je vais parler de ce que moi je connais, c'est-à-dire les financements qu'on a gérés avec la VIS, où en fait, c'était confortable pour nous de travailler avec la VIS comme organisme intermédiaire. Je pense que c'était assez sécurisant pour nous, d'une part. Et d'autre part, on a parlé un peu vite fait, mais pour moi, c'est quand même un point très important, c'est la simplification des mécanismes de financement. C'est qu'en fait,
Nous, ce qu'on a utilisé comme format, c'est un format où on justifie uniquement des coûts de salaire. Et ensuite, il y a un forfait de 40%, je crois, qui vient financer l'ensemble des coûts indirects de structure, les charges externes, etc. Donc, on n'a pas du tout à justement justifier de ces fameux tickets de parking. Donc ça, c'est hyper facilitant. Et en fait, c'était gérable d'un point de vue administratif. Donc évidemment, il faut quand même mettre en place un suivi administratif un peu rigoureux. Chez nous, je considère que c'est à peu près 0,1 équivalent temps plein. Donc voilà, on va dire une demi-journée de travail par semaine pour le suivi de l'ensemble des financements, pas que le financement européen. Donc voilà, on n'est pas non plus dans ce dont on avait très peur de se dire, en fait, si on met le doigt dans les financements européens, il faut avoir une personne à temps plein dédiée au suivi des subventions, quoi. C'était pas du tout ça. Et puis voilà, il y a d'autres prérequis, mais dont il a déjà été question, effectivement, je pense, mais avoir un suivi analytique au moins de base qui sépare un peu le fonctionnement et puis l'aspect projet financé, c'est utile. Et la trésorerie, comme ça a été dit, le FSE, c'est vraiment du post-financement de dépenses. Il faut être capable de tenir le coup. Souvent, en plus, c'est des financements qui sont pluriannuels. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir les reins suffisamment solides en termes de trésorerie. Mais si ces prérequis sont là, voilà, le message que je veux vous faire passer, c'est n'ayez pas peur. C'est pas si compliqué et il y a une tendance à la simplification. Je pense qu'avec la mise en place de ces taux unitaires de salaire, là, ça va aussi encore amener une dose de simplification. On n'a pas encore expérimenté, mais je pense que ça va être là aussi assez positif pour le suivi administratif. Voilà. Et du coup, moi, je voulais juste dire une chose aussi, et j'en profite que Madame Tamburini est là. Du coup, moi, une chose que je trouve dommage, c'est le fait qu'on ne puisse pas répondre à plusieurs. Un paradoxe, c'est qu'en fait, on a des appels à projets, changement d'échelle, coopération territoriale, mais on peut répondre tout seul. Donc, ce que je trouve dommage, et a fortiori, on vit aussi une époque où la croissance et le changement d'échelle de l'ESS, il se fait à plusieurs, et c'est très bien comme ça, mais on ne peut pas répondre à plusieurs. Et donc ça, c'est très dommage. Moi, je trouverais ça super qu'on puisse répondre à des appels à projets du FSE en coopération, en consortium avec d'autres structures, comme on le fait par ailleurs sur beaucoup d'autres sujets. Et là, pour le coup, nous, ça nous a obligés à des contorsions, je le dis franchement, hein, mais en fait, on répond à un appel à projet coopération économique territoriale avec d'autres partenaires, et en fait, ça nous a obligés à salarier des gens qui, en fait, n'étaient pas nos salariés, qui auraient dû être des salariés, nos partenaires, et donc voilà, ça nous a obligés à une forme de bricolage. Mais bon, je sais que c'est pas vous qui décidez de ça, mais je profite d'avoir le micro pour le dire. Voilà. Oui, ok, merci beaucoup. Si je peux répondre, merci. Si je peux juste répondre, enfin, je ne vais pas répondre réellement à la question, mais on en a bien conscience. Le sujet, il est réglementaire. Vous pensez bien, c'est un travail que l'on mène en ce moment, pas seulement en interne, mais aussi avec la Commission européenne. Et le sujet, surtout, il est pour pouvoir envisager de mettre en œuvre, parce que c'est quelque chose sur lequel des hypothèses que l'on travaille, on sait qu'il faut vraiment que l'on évolue sur cette possibilité, mais si c'est pas si évident et si c'est pas encore fait, en tout cas, c'est parce que tout est une question de responsabilité réglementaire et de sécurisation des fonds européens. Voilà. Donc nous sommes, soyez assurés que nous sommes en gros chantier sur ce sujet-là et on espère aboutir. Ah, très bonne nouvelle. Merci beaucoup. Merci Kevin. Juste si je peux tenir le crachoir encore 30 secondes, j'avais déjà dit à l'avise, un autre regret que j'ai par rapport au processus de sélection des projets FSE, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'oral. Voilà, on est un peu, je trouve, il y a une forme de déshumanisation des appels à projets avec ces plateformes Internet où on est limité en termes de nombre de signes et où en fait on n'a jamais d'interaction physique. Là aussi, je sais que c'est des enjeux réglementaires, mais si le FSE, si la DGEFP peuvent réfléchir à comment est-ce que, tout en respectant les textes européens, on peut remettre un peu d'humanité et d'échange en vrai sur les projets, ce serait super. Merci, j'en dis pas plus. D'accord, merci. Merci pour ce témoignage.
Je vais tout de suite passer la parole à Marilyn de Bortoli de l'UNAPI pour un second témoignage. Du coup, bonjour Marilyn. Bonjour Solène, merci. Alors je vais essayer d'être concise pour respecter aussi le timing de ce webinaire. Merci. En 2 mots de présentation, donc l'UNAPI, c'est un réseau associatif du secteur social et médico-social. Donc nous sommes une union de 300, un peu plus de 300 associations qui sont réparties au niveau local, régional et nous, Union nationale, sur le territoire et qui accompagnons des familles et des personnes en situation de handicap, de troubles du neurodéveloppement, polyhandicap, handicap psychique, en faisant un accompagnement au sein d'établissements qui sont répartis sur le territoire, sur des secteurs qui vont de l'éducation, l'hébergement, l'emploi, le soin, par exemple. Donc, nous avons été lauréats de l'appel à projet du FSE fin 2018, qui était celui qui concernait l'impact social. Donc voilà, concevoir, expérimenter et diffuser des outils et des démarches d'évaluation. Pour nous, c'était très important puisque ce projet, et puis déjà au départ, le sujet de l'impact social s'intégrait totalement dans notre orientation stratégique, qui était d'affirmer un modèle associatif d'entrepreneurs militants, sachant qu'il s'inscrit, pour nous, secteur médico-social, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau, puisque nous sommes ancrés dans ce secteur-là et nous cheminons depuis plusieurs années, et notamment aux côtés de l'AVIS, comme acteur de l'ESS. Voilà, donc ce projet, en termes d'objectifs, hein, c'est ce qui est intégré, présenté ici. Pour nous, c'était une opportunité de venir interroger notre vision partagée et notamment notre rôle et notre contribution à l'utilité sociale, de valoriser les acteurs de notre réseau et de pouvoir venir identifier quels sont les effets qui sont portés par nos organisations, entre autres. Alors, comme je vous le disais, c'était un sujet qui est extrêmement nouveau pour notre secteur. C'est pour ça que nous avons entendu parler de l'appel à projet via des échanges justement via l'AVIS, hein, notamment via le pôle impact social. Et nous étions vraiment intéressés par la démarche méthodologique qui était proposée, c'est-à-dire que le financement correspondait bien à une démarche qui allait de la conception, expérimentation, diffusion. Nous avons rajouté ensuite la question de l'accompagnement des acteurs de notre réseau, qui pour nous vraiment était extrêmement important en tant que… J'ai vu qu'il y avait plusieurs questions sur le sujet de tête de réseau, donc nous sommes une tête de réseau en Union nationale, dans notre mission d'accompagner les associations et de renforcer les compétences et d'outiller sur ces sujets-là. Le projet en lui-même, donc 2019-2021, 3 grandes phases, et notamment une phase centrale qui a été une expérimentation, la phase d'expérimentation auprès de 3 UNAPI régions qui ont porté vraiment la démarche de conception, 3 études qui ont été portées et avec vraiment une décentralisation de l'ensemble des étapes d'une démarche d'impact social, depuis la construction de la question évaluative, la construction des référentiels, des outillages et une analyse des résultats. Et nous, ensuite, nous avons pu capitaliser au niveau national. Et le livrable de la démarche, c'est notamment un espace ressources sur notre site avec à la fois les résultats des 3 études régionales et aussi un kit méthodologique, notamment un guide national qui a été proposé, fait par et pour le réseau, et puis du coup disponible en open source, plus une formation. Voilà, une formation qui est proposée. J'essaie d'être succincte. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur un peu le FSE, comment vous l'avez vécu? Enfin, vous avez un peu dit sur l'effet levier du FSE sur le projet, mais par rapport à l'UNAPI, je crois que c'est la première fois que vous aviez du FSE. Comment ça a été vécu en interne? Et pareil, quel conseil vous donneriez à un porteur qui a du FSE pour la première fois?
Alors, je ne vais pas décliner l'ensemble des points qui sont posés, mais vous avez raison de parler d'impact de l'impact. Je pense que c'est important. Et c'est important aussi de pouvoir, quand on monte ce type de projet, de pouvoir poser des indicateurs d'impact vraiment aussi au début du projet et de pouvoir les suivre tout au long. Alors, en termes, pour nous, d'effets leviers, voilà, il y a la question de l'acculturation. On a pu construire aussi une méthodologie donc transférable au réseau. Un point très important, c'est que, c'est ce que je vous disais, on a mobilisé des régions. C'était bien un projet national, mais vraiment co-construit avec nos UNAPI régions. Ça, c'est très important, qui était vraiment copilote du projet. Donc, il y avait vraiment pour nous un enjeu de territorialisation, porté effectivement par le national, mais vraiment travailler et porter avec les acteurs des territoires. Ça, c'était indispensable. Et l'autre point, c'est que, comme ce que disait Kevin, nous aussi, on a bénéficié du même format, à savoir 40% sur la partie qui nous a permis de financer justement le pilotage et l'appui RH sur le projet. Et sachant qu'on a été aussi accompagné à la fois par un cabinet externe et aussi par l'expertise de la visite. Et les conseils? Alors, un conseil, parce qu'avant qu'on passe aux questions, parce qu'il y a beaucoup de questions, oui. Un conseil par rapport à votre expérience Alors, ouais. Très rapidement, conseil, c'est à bien associer l'ensemble des parties prenantes au-delà du chef de projet, de les acculturer aussi aux procédures FSE. Ça, je pense que c'est extrêmement important, notamment les équipes RH, comptabilité, mais aussi les acteurs de terrain qui seront amenés aussi à construire des fiches qui sont spécifiques au FSE. Pensez à intégrer du temps aussi au suivi administratif du projet quand vous êtes chef de projet. Et le troisième point, c'est vraiment penser vraiment avoir un lien très régulier avec la VIS, parce que voilà, je tiens à préciser que c'est extrêmement riche, à la fois avec la double casquette qui est l'expertise et la compétence par rapport au FSE, et notamment quand on doit faire face à des imprévus, 2019-2021, un an et demi de Covid, tout en menant les expérimentations terrain. Donc là, merci à la VIS de nous avoir permis aussi d'adapter cela. Et aussi, pour finir, expertise FSE, expertise impact social avec un pôle dédié, voilà, avec qui nous avons vraiment travaillé de façon extrêmement liée. Merci beaucoup. Merci Marilyn pour ce témoignage. Donc effectivement, pour rebondir, quand on a du FSE, c'est vrai que c'est important de toujours être en contact avec son gestionnaire, parce que du coup, il peut vraiment suivre le projet, dire s'il y a mettre des alertes s'il y en a à faire, est-ce qu'il faut faire un avenant même au projet, enfin voilà, c'est vraiment important. Et puis, oui, on ne dira jamais assez, la simplification sécurise vraiment aujourd'hui les projets et le financement derrière. Alors, on va passer aux questions-réponses, parce qu'il y a beaucoup de questions, notamment, j'en voyais une sur les lignes de partage État-région, et il y en a une qui disait un peu quid des PTCE et des projets territoire zéro chômeur longue durée, à qui il faut s'adresser. Est-ce que Johanna, tu peux répondre à cette question? Oui. Alors, l'aide directe PTCE, donc ce que je vous disais sur les lignes de partage de l'ESS, l'aide directe aux structures, c'est la relève des conseils régionaux. Donc, ça, je vous invite à vous rapprocher des éventuels appels à projets au financement aux conseils régionaux. Territoire zéro chômeur, s'il y a des financements possibles, cela relève des services déconcentrés de l'État. Et je dis bien s'il y a des financements possibles. Ça, encore une fois, cela relève des appels à projets de chaque DRETS.
Et pour ça, il ne faut pas hésiter à aller voir les sites. Donc, l'Europe s'engage avec le nom de la région pour voir les appels à projets de la région, et puis le site du FSE, fse.gouv.fr, pour voir les appels à projets des DRETS. C'est vrai que même si les lignes de partage sont plus claires, c'est quand même peut-être toujours un peu flou pour le porteur pour s'y retrouver, quoi. Il y a une question, là, je vois, si on peut bénéficier d'un soutien de la VIS lors de la phase appel à projet. Alors, nous, on n'accompagne pas directement sur le dépôt, enfin, la construction du projet. Après, nous, la VIS, on va apporter, enfin, on peut avoir un échange, apporter enfin, du coup, c'est pour ça, on va plutôt faire des webinaires d'explication de l'appel à projet. On va pouvoir avoir un échange un peu, peut-être pour recentrer un projet, bien voir s'il est dans les clous. Mais après, pour ça, c'est vrai qu'il faut plutôt, sur vraiment l'écriture du projet, le dépôt dans ma démarche, le montage du projet. Pour ça, il faut faire, enfin, il y a des cabinets extérieurs qui existent. Enfin, on peut faire appel à ces cabinets pour vous appuyer vraiment sur le montage du projet. Parce que, voilà, nous, en tout cas, dans notre rôle d'organisme intermédiaire, on ne fait pas un accompagnement direct sur cette phase-là, on va accompagner plus globalement par des webinaires et puis des échanges plus courts s'il faut. Ensuite, Yasmine, sinon, est-ce qu'il y a des questions repérées auxquelles on peut répondre? Il y avait une question sur... oui, vas-y. Oui. C'était aussi par rapport à les types de structures qui peuvent bénéficier du FSE. Est-ce que ça peut être des entreprises ou c'est dédié uniquement aux fondations, aux associations? Alors, toute structure peut bénéficier de FSE. Le FSE est ouvert à tout le monde. Après, au niveau de la VIS, du coup, les structures éligibles à nos appels à projets sont les entreprises de l'ESS au sens de l'article 1 de la loi 2014. Donc, on va avoir effectivement les associations, les coopératives, les fondations, les SIAE ou les structures ayant un ESUS. Il y a aussi une question par rapport au projet de déploiement interrégional. Est-ce qu'il peut être éligible aussi aux appels à projets de la VIS ou bien de la DGFP? Pardon, la question, c'est sur le déploiement interrégional, donc une structure... C'est des projets nationaux avec un déploiement interrégional. Oui, tout à fait. Donc, le candidat éligible doit être une tête de réseau national, donc au sens large, hein, donc avec une entreprise de l'ESS, avec qui a un réseau qui est organisé en coopération avec un impact national. Et le projet, lui, doit se tenir sur au minimum du coup 2 régions, enfin en tout cas une dimension interrégionale du projet. Et du coup, là, je vois, il y avait aussi une question sur les... Donc, du coup, au niveau national, en fait, vous avez 3 organismes, en fait, qui vont lancer des appels à projets. Donc, il y a la DGFP, la VIS et Pôle emploi. Et du coup, pour d'une tête de réseau de l'ESS, pour accéder effectivement à des fonds européens, un projet d'envergure nationale, aujourd'hui, il y a effectivement deux possibilités, la VIS et la DGFP. Voilà, sachant que comme ça a été dit dans le cadre du webinaire, la DGFP va plutôt financer du coup toutes les têtes de réseau en lien avec la création d'entreprises et la VIS, les entreprises de SS en général. Et il y a une dernière question. C'est par rapport en fait au webinaire dédié aux porteurs de projets de FSE pour expliquer les modalités techniques de gestion d'un projet FSE. Est-ce que la VIS va organiser d'autres webinaires dessus? Oui, alors donc là, l'idée de ce webinaire, c'était bien de faire une présentation un peu générale du FSE et du programme national, avec du coup les prérequis obligatoires, mais à un niveau assez général.
Et après, nous, la VIS, du coup, à chaque publication d'un appel à projet, on va organiser un webinaire dans la semaine qui suit sa publication, où là, on rentrera plus dans le détail, du coup, voilà, de toute ce qu'on appelle la piste d'audit, du coup, toutes les étapes vraiment en réponse à un appel à projet et toutes les étapes ensuite, si le projet est sélectionné, qu'il faut pour suivre, qui ont lieu en fait dans le cadre d'un projet FSE, donc le cycle de vie d'un projet FSE, donc jusqu'au paiement de la subvention FSE. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite du coup à rester à vous abonner à la newsletter de la VIS pour suivre justement la publication des appels à projets. Après, du coup, vous pouvez aussi suivre, et je crois qu'il y a aussi une newsletter sur le site du FSE pour retrouver tous les appels à projets du coup qui sont publiés au fil de l'eau par les différents services déconcentrés de l'État et au niveau national, donc tous les appels à projets qui relèvent du programme national FSE+. Et aussi, si vous voulez en savoir plus sur les projets qui sont soutenus par la VIS avec du FSE sur la période 2014-2020, vous pouvez aller sur la page organisme intermédiaire FSE, où là, du coup, vous retrouverez les derniers appels à projets qui ont été sortis donc en 2020 et les projets qui ont pu être soutenus avec le FSE. Du coup, comme je disais, on va aussi publier un guide pratique sur les financements européens et le FSE+, qui est prévu du coup de sortir en janvier, qui aussi apportera toutes les informations nécessaires à un candidat qui veut répondre à un appel à projet FSE. Voilà, du coup, il est 11h, donc on arrive à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup à tous d'avoir assisté. On espère que voilà, pour vous, c'est plus clair et que vous avez eu réponse à vos questions. Voilà, n'hésitez pas non plus à nous contacter, à nous envoyer un mail si vous avez d'autres questions. Et du coup, le webinaire sera en replay sur la chaîne YouTube Avis Média de la VIS. Merci également à nos intervenants. Merci Johanna, Kevin, Marilyn. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. Au revoir.